Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 132. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, et fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Mon invité aujourd'hui est David Lacomblède. David est président du think tank indépendant, la Villa Numéris, qui promeut un modèle ouvert et européen du digital, affirmant la primauté de l'humain, une plateforme de rencontres des dirigeants, où naissent les idées et où prospèrent des projets. David a également écrit Digital Citizen, manifeste pour une citoyenneté numérique en 2013, et plus récemment, et après, numéro 14, S'informer demain, lutter contre le virus des fake news, aux éditions de l'Observatoire. Dans cette conversation avec David, nous discutons du travail de son think tank Nouvelle Génération, le succès du GDPR, nos modèles de l'éducation en France, le fake news et bien d'autres sujets. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques moments pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. David Lacomblède, c'est un grand plaisir de t'avoir. On s'est rattrapé cet été, on se connaît depuis un certain temps. Tu as fait un gros parcours chez Orange, tu as lancé un think tank, tu es écrivain, tu as fait plusieurs livres. En tes propres mots, comment souhaiterais-tu te présenter? Alors, souvent, je commence mes conférences par donner ma date de naissance, ce qui place immédiatement un point dans le temps, puisque je suis né en mai 68. Et c'est vrai que j'ai longtemps cru qu'il y avait de très grandes célébrations pour mon anniversaire chaque année, jusqu'au jour où j'ai découvert l'histoire et l'actualité. Et c'est d'ailleurs sûrement ce qui m'a donné un goût fort pour l'actualité, le monde qui nous entoure. Et c'est pour ça que très jeune, j'ai commencé à lire la presse. Et c'est un plaisir du quotidien qui ne m'a jamais quitté depuis. Un vrai plaisir pour commencer toutes les journées. C'est génial. Ma femme raconte qu'elle est née quelques années avant, comment elle a regardé à l'âge de 7 ans tout ce qui se défourlait dans les rues de Paris, puisqu'elle vivait au centre de tout ça. Et elle regardait tout ça de son balcon, je pense au premier et au deuxième étage. Et donc ça lui a beaucoup marqué également. Mais plus amplement, tu es écrivain, tu as fondé et animes un think tank, la Villa Numéris. Raconte-nous, je voudrais que tu nous racontes comment est arrivé ton parcours au Villa Numéris. Alors, quand je parlais de l'actualité, c'était vraiment cette volonté d'être un observateur, mais aussi un acteur de l'information. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai commencé à travailler jeune. J'ai réussi à convaincre mes parents que c'était une bonne idée que j'anime un journal sur une radio libre tous les soirs à 18h, alors que je n'étais encore que lycéen, donc à l'âge de 16 ans. Et C'était un une peu un passion. pirate dans ces cas-là, un peu presque pirate. Pas totalement, parce que les radios étaient libres en France à cette époque. Et ce faisant, j'ai œuvré après dans différentes radios et à RFI, Radio France Internationale. Et pour être sûr que c'était bien le métier que je voulais faire, j'ai fait une école de journalisme. Et donc quoi, le lendemain de mon diplôme, je travaillais pour un homme politique, François Léotard, que j'ai accompagné pendant une dizaine d'années, notamment au ministère de la Défense, pour occuper des fonctions de conseiller en communication en particulier. Et puis après, ce faisant, au gré des rencontres, des envies, effectivement, je suis rentré chez ce qui s'appelait encore à l'époque Wanadoo, pour être un des fondateurs des portails. Et on a convaincu à l'époque l'opérateur de télécommunications que c'était aussi une bonne idée d'investir dans des contenus, ne serait-ce que pour avoir des surfaces de contact un peu plus fortes avec ses abonnés, et sans leur demander d'ailleurs le moindre euro, puisque on s'est fait fort de financer nos programmes par la publicité qu'on y amenait. Alors certes, il y avait un beau bassin d'audience, ce qui permettait aussi de séduire les annonceurs.
Et j'ai eu la chance d'être des artisans de cette aventure-là, sur des portails web, mobiles. Puis après, la diversification dans les contenus. Je pense au cinéma avec la création d'un studio, à la télévision, au CS par exemple, pour multiplier finalement les canaux de distribution, les surfaces de contact, et y faire aussi ce que j'aimais, c'est-à-dire du tam-tam de l'actualité, avec un des premiers journaux les plus lus en France, des émissions, je pense au Talk Orange Le Figaro en particulier. Et en 2012, j'ai écrit un livre qui s'appelle Digital Citizen, qui a plutôt eu un bon accueil de la presse, en particulier des entreprises, et pour faire face à une demande forte de conférences, de rédaction, d'intervention. Je n'ai pas le temps matériellement de le faire. J'ai créé une association, la Villa Numéris, pour y faire venir des amis pour qu'ils travaillent avec moi et pour la financer avec des partenaires. Et on s'est pris au jeu. C'était finalement assez sympa de se voir régulièrement et pas uniquement autour d'une bière pour refaire le monde, mais bien pour proposer, notamment sur le numérique. Alors on est plutôt enthousiaste, on partage cela, Minter, mais néanmoins, il y a des personnes qui le craignent et lever aussi parfois les doutes. Et c'est pour ça que en 2015-2016, quand je me suis posé la question de savoir ce que je faisais, le reste d'une vie professionnelle, dont j'espère qu'elle sera encore très longue, est-ce que je restais à vie dans un beau groupe qui permet de faire de très belles choses, avec d'ailleurs des collaborateurs de très bon niveau, avec une certaine forme d'humilité individuelle, mais d'orgueil collectif. C'est ce qui fait le charme de ces grandes entreprises, une culture d'ingénieur en quelque sorte, ou, et c'est le choix que j'ai fait, de partir sur quelque chose de peut-être plus personnel, mais en tout cas beaucoup plus entrepreneurial, et avec la satisfaction de le faire avec des amis essentiellement, et au départ. Et aujourd'hui, parce que je crois qu'on a fait des travaux de bonne qualité, d'y accueillir de nouveaux membres et partenaires. On va y arriver certainement, David. Mais juste pour revenir vers le passé, fort. Tes 10 ans avec le ministre Lyotard, qu'est-ce que tu en as retenu de la vie politique et combien est-ce que c'est encore pertinent ce que tu as vécu à ce moment-là, ou est-ce que tu sens que tout s'est transformé et toute la vie politique est maintenant totalement différente? Alors, à l'époque, moi, j'ai eu la chance de vivre des périodes dans la majorité et d'autres un peu moins drôles dans l'opposition. Malheureusement, les oppositions sont quand même coupées parfois des informations essentielles et malheureusement de la réalité des choses qui peut amener des opposants à dire quand même des grosses bêtises. Et donc, Que je ce pense soit qu'il y d'un a... côté que de l'autre, Oui, oui. évidemment. C'est là où il y a une culture anglo-saxonne, je pense, dont on devrait s'inspirer sur le fait d'avoir un minimum d'informations. On voit que depuis plusieurs années, les choses changent un peu. Les anciens présidents de la République sont malgré tout embarqués par leurs successeurs, sont transformés en émissaires. Bon, c'est aussi dû au fait que les mandats sont un peu plus courts et que ceux qui les ont exercés étaient un peu plus jeunes. Donc, il faut encore les occuper durablement. Moi, j'ai eu la chance de servir auprès d'une personnalité très estimable, un puits de culture. Donc, il y avait déjà d'un point de vue intellectuel, c'était très riche. Et au-delà, dans un ministère qui était celui de la Défense, qui était un ministère de vie et malheureusement de mort. Nous étions engagés à l'époque sur beaucoup de conflits extérieurs, en ex-Yougoslavie, en Somalie ou au Cambodge, avec des moyens qui permettaient de porter nos valeurs, notamment en aidant des populations localement. Donc ça, c'était ce qui porte la voix de la France, en quelque sorte. Et ministre, ça veut dire servir. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui s'engagent dans ces voies le font aussi, avant tout, par amour du service et des autres, puisqu'on ne peut pas les soupçonner de le faire par une volonté de s'enrichir ou de bien gagner leur vie, puisque globalement, on gagne un peu moins bien sa vie dans ces fonctions Et qu'elle il ne y a la gloire, au gagnerait moins. dans le privé. En plus, la plupart du temps, ça se finit quand même globalement toujours mal. Tu diras, c'est une question qui peut se poser pour des grands chefs d'entreprise également.
Est-ce que finalement, diriger, c'est pas aussi apprendre à mettre un genou à terre et préparer ce jour qui, effectivement, auquel personne n'est préparé quand il s'agit de transmettre un témoin. Et on voit bien que les successions sont rarement préparées longtemps à l'avance. Et aujourd'hui, la difficulté me semble être quand même globalement que l'action sous les sunlights, sous les projecteurs des médias, de manière permanente, avec un tam-tam assourdissant en quelque sorte, qui est celui des réseaux sociaux, que toutes les paroles que vous pouvez dire vont être gravées dans le marbre numérique à vie, et qu'il n'y a aucun moyen de récupérer le coup si vous commettez une gaffe. Et il y a un risque de commettre une gaffe quand vous êtes interrogé rapidement et que vous devez prendre une décision. Je me souviens de Bill Clinton dans les années 90, il était président des États-Unis, disait, moi j'ai 20 minutes pour prendre une décision entre un événement et le moment où il va être connu. 20 minutes, ça correspondait au temps de propagation des agences financières, puisqu'ils avaient un délai légal. Aujourd'hui, ce temps est réduit à quelques secondes, puisqu'un événement qui survient à l'autre bout de la planète est immédiatement partagé sur l'ensemble du globe. Et donc, il y a cette pression permanente, me semble-t-il, à laquelle personne ne peut être préparé et dont on voit bien que les acteurs, même s'ils sont jeunes, vieillissent à vue d'œil très rapidement, parce que c'est usant. Et donc, comment on arrive à préparer des leaders politiques capables de répondre à cela sans se faire emporter très rapidement par des controverses? Parce que les personnes pour diriger, on en trouvera toujours, mais des personnes qui ont ce talent-là, ça sera plus difficile. Tout en sachant qu'il faut se faire réélu après. Et donc, d'un côté, il y a la décision qui doit se faire rapidement, avec certes des informations, mais de l'intuition, enfin, une espèce de volonté exécutive. Mais d'autre part, comment est-ce que je peux aussi me rendre compte de ce que voudrait le peuple que je suis en train de servir? Donc, c'est ça la différence quelque part par rapport à l'entreprise, car quand je suis patron de l'entreprise, j'ai des actionnaires qui font faire office de citoyenneté quelque part, mais pour l'homme ou la femme en politique, c'est très difficile de jongler à la fois l'intuition personnelle, ma conviction, et aussi savoir que je dois rendre des comptes à la population. Oui, d'autant plus que vous avez les lecteurs et actionnaires et clients. Donc c'est lui qui a le final cut, mais Oui. qui au quotidien aimerait que ça fonctionne aussi bien que n'importe quelle entreprise commerciale. Et c'est là où il y a une difficulté. Euh, les grandes marques savent parfaitement s'adresser à des consommateurs, les servir et même anticiper leurs désirs. Amazon, ça fonctionne remarquablement bien. Si je n'ai pas reçu le livre dans les 24 heures, j'appelle le service consommateur, il me répond dans la minute. Il me dit, on est désolé, monsieur Lacomblède, est-ce que vous voulez qu'on vous en renvoie un autre ou on vous le rembourse? Donc ça change quand même une relation très rapidement. La difficulté, c'est qu'on aimerait que tout fonctionne comme ça. Je vais chez mon boulanger, j'aimerais que ça réponde au doigt et à l'œil, et je suis incapable de faire une file d'attente d'une minute. Et dans l'administration, quand je m'adresse à un fonctionnaire, je veux que ça fonctionne. C'est la base même du métier, certes, mais on voit bien qu'il y a des différences d'accueil, d'appréciation qui ne sont pas exactement les mêmes. Et c'est là où il y a une pression du quotidien par les outils du numérique, une sorte de virtualité appliquée en quelque sorte, qui fait que le numérique fait pression même quand il n'y a pas de numérique. Chez son boulanger, il n'y a pas d'instrument du numérique qui rentre en ligne de compte. Et pourtant, on aimerait que le service soit aussi bon que celui d'Amazon. Il y a dans ce citoyen un drôle de impatience qui, avec des informations parfois fake, ils sont très capables de râler certaines cultures plus que d'autres. Et donc, ça rend le métier politique tellement difficile. Comment est-ce que nous pouvons avoir des citoyens un peu plus formés, informés, courtois, capables d'avoir un peu de patience pour que ce ne soit pas dans le déclic de la seconde,
avant de hurler « Comment vous avez osé faire ça ?» Parce qu'ils sont rares à proposer une solution vraie. Alors, première difficulté, effectivement, le numérique sert d'accélérateur et de filtre de vérité aussi, en quelque sorte. Alors, on a déjà ce biais cognitif qui fait qu'on a un peu plus confiance dans ce qui viendrait du numérique que de son voisin. On a beaucoup d'exemples de personnes qui suivent éperdument leur application Waze et qui se retrouvent au milieu d'une plage entourée des eaux. Il y a eu des accidents d'ailleurs plus dramatiques, alors qu'un peu d'intuition et de regard aux alentours aurait pu laisser penser qu'on allait au-devant d'une catastrophe. Donc il y a ce fait qui est incontournable déjà et qui nécessite certainement un peu plus de pédagogie et peut-être de recul. Et ça s'apprend. Cette forme de liberté, ça s'apprend et ça s'apprend certainement au plus jeune âge, mais aussi pour les plus âgés. Et c'est là où les générations doivent un peu mieux se parler parce que je pense que les plus âgés ont certainement à apprendre des choses des plus jeunes aujourd'hui. Les plus jeunes savent parfaitement gérer leur privacy, savent parfaitement sur les réseaux sociaux, là où leurs grands-parents sont peut-être un peu plus tâtonnants, dirons-nous, ce qui parfois réserve quand même de grands moments de gêne. Au-delà, quand je dis ça s'apprend, c'est comment on arrive à écouter l'autre, tout simplement. Et je vois particulièrement dans un pays comme la France, on n'y est pas vraiment formé ni habitué. Il n'y a pas un enseignement d'expression orale, par exemple. D'ailleurs, ça se ressent aussi au quotidien. Moi, je suis surpris en entreprise de croiser des personnes à très bon niveau qui disent « Ah non, moi, je suis pas bon à l'oral et je ne veux pas faire de présentation », alors qu'ils sont dans des comex ou en passe de l'atteindre. Donc, c'est quand même le signe qu'ils n'ont pas été formés pour cela et donc n'ont pas été formés pour porter la contradiction, n'ont pas été formés pour y répondre. Et finalement, tout devrait être noir ou blanc et il devrait y avoir un gagnant à la fin. Heureusement que le port des armes n'est pas autorisé sous nos cieux. Au-delà, ça pose ce souci qu'effectivement, on est un peuple qui se retrouve finalement plus perméable aux manipulations de l'information, parce qu'elles sont soit adoptées, soit rejetées, mais qu'il n'y a pas un travail finalement que nécessite, que pourrait éclairer une discussion, si tant est que cette discussion pouvait se porter de manière apaisée. Et donc on est désarmé d'entrée face à un flot d'informations qui nous tombe dessus, et avec une conséquence directe sur nos démocraties, c'est qu'à un moment, on risque de se détourner des zones dont on voit bien qu'elles charrient tout et n'importe quoi. C'est un peu comme dans la rue. Si j'emprunte une rue dans laquelle il y a des tags et des ordures ménagères qui jonchent le sol, je vais peut-être l'emprunter une fois en me disant que c'est vraiment sale, et le lendemain, je trouverai un autre chemin pour ne plus l'emprunter. Et à laisser prospérer les fake news, on met un risque. Elle recouvre aussi des informations potables, nécessaires au débat public. Et c'est pour ça que moi, je suis engagé avec la Villa Numéris dans ce combat pour contribuer à la formation, alerter les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises. Parce qu'on se retrouve parfois dans une situation schizophrénique où des entreprises ont aucun intérêt à être associées à des fake news, à des discours nazis, homophobes, que sais-je encore, et qui, à leur corps défendant, parce qu'elles ne savent pas, se retrouvent à le financer par des publicités sur des sites qui portent cela. Si elles ne le savent pas, il n'y a aucun danger pour qu'elles aillent le combattre. Tout des travaux qui a permis d'éclairer les pouvoirs publics et les entreprises pour qu'elles soient plus vigilantes dans leurs investissements publicitaires, par exemple. Certes, je voudrais faire un petit aparté, car tu as dit des armes, et ça m'a fait penser au fait que le ministre de Défense s'est changé son nom au ministre des Armées, homme intelligent et connaissant un peu ce domaine. Est-ce que c'était une bonne idée de changer cela? Car pour moi, la défense, ça engendre plein d'autres pensées.
et c'est une posture de défense plus que attaque d'un côté, et d'autre part, la défense, c'est aussi cyber, c'est des espions. Ça me laisse m'éloigner de cela en utilisant le mot armée. Alors, il faut voir que la guerre est à nos portes désormais. Et donc, pour préparer la paix, du moins pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Et de toute façon, quand tu parles du cyber, aujourd'hui, le cyber est devenu une armée à part entière dans la posture de défense nationale. Et c'est le cas à travers tous les pays. Or, effectivement, les démocraties sont moins bien organisées que Mm. des régimes autoritaires qui ont de toute façon moins de scrupules à faire de la propagande une véritable arme de guerre. On l'a vu avec la crise sanitaire en particulier, puisque historiquement la propaganda était quand même l'apanage d'un seul pays, et qu'aujourd'hui un pays comme la Chine en a fait aussi une arme massive de tentatives de persuasion et à ciel ouvert. Il suffisait de regarder les tweets de l'ambassade de Chine en France pour s'en convaincre pendant la crise sanitaire. Et aujourd'hui, à travers le monde, il y a d'autres pays dictatoriaux qui ont bien vu l'intérêt d'utiliser l'arme de l'information parce qu'elle revient juste moins cher à entretenir que des armes conventionnelles. Or, c'est là où le conflit qui se joue en Europe est intéressant. C'est que pour la première fois, on a quand même un conflit à ciel ouvert et en direct. On a pu suivre l'avancée des chars russes grâce aux images postées par les habitants, par les Ukrainiens sur TikTok, et donc d'avoir une cartographie de la progression assez fine. On a eu quand même on a des militaires qui sont connectés. On a des armes qui n'existaient pas jusqu'à présent. Je pense à des drones, par exemple, et des drones légers, et qui se mêlent à des actions uniquement de cyber, puisque l'Ukraine s'est dotée d'un certain nombre de comptes, notamment sur Telegram, qui sont alimentés et qui permettent à tout à chacun de contribuer à son niveau et là où il est à cela. Donc effectivement, c'est assez inédit et on voit bien que trop de sophistication également dans les armements peut parfois s'avérer contre-productif. C'est là où il faut veiller dans tout domaine d'ailleurs à ne pas succomber à des mirages technologiques qui font qu'à un moment vous vous retrouvez paralysé parce que plus personne ne sait exactement comment ça fonctionne ou que c'est à la merci d'un premier incident. Les Russes l'ont vécu à leurs dépens avec des chars de très haut niveau, mais qui, dès lors qu'ils étaient confrontés à de la boue, du froid, alors en plus, ils avaient une doctrine au départ qui était que les chars étaient en file indienne sur des centaines de kilomètres, ce qui n'était pas le plus malin pour éviter de se faire repérer. C'est vrai. Mais au-delà, effectivement, ça nécessite peut-être parfois un peu plus de robustesse, quitte à perdre en technologie. Et c'est là où il faut se méfier d'une manière générale quand on est enthousiaste sur nos sujets, de ne pas être rebutant vis-à-vis d'une partie de la population qui n'a pas les mêmes liens, les mêmes connaissances, les mêmes savoirs, parce qu'à être trop technophile, on risque la répulsion également. Et je pense que nous qui avons la chance d'être au cœur de ces transformations, notre exercice est bien de remarquer le reste de la population qui n'a peut-être pas cette chance. Et si je parle de chance, c'est qu'on voit bien qu'à travers le monde aujourd'hui, un facteur de discrimination fort de ceux qui n'y ont pas accès. Et donc notre œuvre, ça doit être bien sûr de les former et de leur permettre d'y accéder s'ils le souhaitent, mais en connaissance de cause. Alors, tu es pour rebâtir la ministre des Armées, si Je je sais pas de, on n'ai pas sait d'opinion. au moins on sait de quoi il est ministre, Voilà. c'est important. Alors, donc, Et on sait aussi de ce fait que les armées sont bien au service du peuple
Et je crois que c'est la beauté de démocratie comme les nôtres que d'avoir le primat du peuple sur ses armées. Coming up on 5 Minute News, I'm Anthony Davis. You might think it's partisan because maybe it's critical of one side or the other, but it's not, it's just the truth. And I think that's also something that's kind of unusual for Americans listening to the radio or to podcasts, because the news landscape in the States has been so partisan for so many decades. So 5 Minute News is verified, truthful, independent, unbiased, and essential world news daily. Pour parler de Villa Numéris, pour revenir au sujet qui te concerne plus proprement, quels sont les plus grands enjeux pour toi que vous essayez dans ce think tank de résoudre ou de mettre en œuvre? Peut-être une autre manière de formuler la question, qu'est-ce qui te garde éveillé la nuit en pensant aux grands risques et problèmes face à dans notre avenir? D'une manière générale, je pense qu'on doit faire œuvre de pédagogie. Moi, j'ai eu la chance de créer un espace de coworking dans les Hauts-de-France, à Saint-Omer, en 2018, ouverture en 2019, dans un projet territorial fort. À Saint-Omer, on est à 2h30 de Paris en train, une région qui a connu le chômage de masse au XIXe siècle quand l'agriculture a été décimée, qui a connu le chômage de masse au XXe siècle quand l'industrie a été décimée, et qui ne vit pas cela comme une fatalité, qui a plutôt envie de rester dans la marche du monde. Néanmoins, on est à 2h30 de Paris, c'est dans les Hauts-de-France. Alors, il fait toujours beau, mais très bizarrement, c'est moins su et moins dit que d'autres régions, et qui a beaucoup d'atouts. Et effectivement, avec les collectivités territoriales, avec les entrepreneurs, avec le monde académique, on a créé un projet suffisamment fort, puissant, bien doté et équipé pour y faire un espace de Fab Lab où on y apprend des choses avec des outils de pointe, pour y faire un espace de réunion où on vient y apprendre des choses lors de conférences, par exemple, un espace de coworking, à un moment où effectivement on ne se posait pas encore la question de savoir si on allait être confiné ou pas, on était un peu en avant, et qui a permis effectivement de développer un lieu intermédiaire entre son domicile et son lieu de travail habituel. Une école de la deuxième chance pour des personnes qui sont déjà sur le marché du travail, avec des débuts de carrière difficiles parce qu'ils n'avaient pas le bagage d'études suffisant. Et c'est pas parce que vous n'avez pas été bon à l'école que vous devez le payer toute votre vie. Et donc, on a amené des enseignements pour des personnes de 25 à 30 ans, suffisamment précis, pointus pour qu'ils soient intéressés et pour qu'ils puissent être dotés d'un bagage suffisamment fort pour être employés pour 3 sur 4 d'entre eux dans des métiers de pointe aujourd'hui. On y a aussi créé une école, une résidence d'artistes, parce que ça doit se faire aussi, tu parlais tout à l'heure d'histoire, et il faut avoir conscience des valeurs qui sont les nôtres, de la richesse également pour pouvoir l'apporter. Et dans le monde du numérique, l'Europe a cette chance d'avoir le grenier de la culture du monde, un des greniers de la culture du monde. Mais quand vous construisez un nouvel opéra en Chine par mois, ça vaut le coup d'aller porter nos talents, notre histoire, et en plus on nous rejouera nos musiques de manière, nos chants de manière différente, parce qu'on s'adresse à des peuples qui chantent au quart de ton, là où nous chantons à mi-ton. Donc on va redécouvrir finalement, grâce au numérique, notre propre culture à un moment. Et donc je pense que véritablement notre premier exercice doit être celui de la pédagogie. Pédagogie envers tous ceux qui le souhaitent, mais aussi envers envers les dirigeants qui parfois peuvent oublier que tout le monde ne va pas à la même vitesse. Après, ma conviction est que des personnes qui savent conduire une voiture et qui ont un permis de conduire devraient s'en sortir parfaitement avec les outils du numérique, quels qu'ils soient. Tu es
Si on parle de la pédagogie, dans ce cas-là, ça m'amène à évoquer le fait que tu es président du conseil d'administration du CELSA. Tu étais depuis presque une dizaine d'années déjà membre. Et le CELSA, j'ai pu faire des cours pour un professeur, Jean-Marc Lehu, pour le nommer, où j'ai eu plaisir à rencontrer. Et comment est-ce que tu vois l'évolution de l'éducation de ton point de vue? Car en fait, si tu parles de la pédagogie d'un côté, donner une deuxième chance, j'ai envie de dire ça couvre, c'est un autre moyen de dire quelqu'un qui a échoué. Car en fait, l'échec qui est tellement formateur, c'est pas toujours bien vu. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la formation à tous les niveaux, en fait, avec ton point de vue particulier du CELSA? Alors, CELSA, Sorbonne Université, une grande école adossée à une belle institution, avec une marque fabuleuse connue sur la planète entière, avec un défi majeur et qui se pose à tous les leaders, puisque c'est l'école la plus reconnue en matière de formation sur les métiers de la communication aujourd'hui. Et j'entends bien, à mon niveau, permettre à ceux qui enseignent et qui transmettent les savoirs de le poursuivre. Et donc, ça passe par un contact permanent avec le marché, donc les entreprises, avec donc une capacité d'être en avance de phase, en quelque sorte, sur des grands mouvements qui sont à l'œuvre. Parce que quand on parle de données, d'intelligence artificielle, ce sont déjà des technologies de rupture qui sont à l'œuvre. Et quand des métaverses sont annoncés, on voit bien qu'on va rentrer dans une troisième dimension, et y compris en matière d'information ou de relations aux marques. D'ailleurs, c'est pas un hasard si elles s'y sont engouffrées parmi les premières depuis un an, même si on est sur des technologies dont on parle depuis longtemps maintenant. Néanmoins, ces marques ont une responsabilité puisqu'elles vont devoir comprendre les codes, avoir finalement des carrefours de rencontres avec leurs clients, sans pour autant caricaturer ces nouveaux objets. Parce que quand je vois des entreprises qui promettent de faire la même chose dans des environnements virtuels que ce qu'elles font dans des environnements physiques, je ne pense pas que ça fasse tellement rêver quiconque demain de se retrouver dans un espace virtuel de coworking ou de flex office. Et donc, on voit bien que ce n'est pas des mondes de remplacement, mais qu'au contraire, on va être sur des mondes progressifs dont on fera ce que l'on veut aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la Villa Numéris, on lance un projet, la Villa Numéris in Metaverse, pour comprendre les utilisateurs, pour comprendre les enjeux, les insights consommateurs en quelque sorte. Pour revenir au CELSA, c'est notre première ambition. La deuxième, c'est d'affirmer les valeurs qui sont celles d'une école comme la nôtre, qui sont particulièrement importantes en matière d'éthique, en matière de vérification de l'information également, parce qu'on voit bien qu'on rentre dans un monde aujourd'hui où tout le monde est en quelque sorte directeur de la communication de sa propre marque, c'est-à-dire de soi-même, et que tout le monde d'ailleurs est parfaitement apte à décrypter les tentatives d'information, de communication, les codes, et que aujourd'hui ça impose d'agir en vérité, si je puis dire. Et pour le coup, il y a peut-être cette forme de back to basic, de réapprendre les éléments de base de ce métier et de faire en sorte de les porter au public. Et je pense que c'est toute l'ambition d'une grande école qui a la chance d'être arrimée à une université et avec des professeurs de grand talent, avec une capacité de recherche également. Et la recherche, c'est aussi une manière de reprendre le dessus, de prendre un peu de recul et de se donner le loisir comment dire, non pas de s'opposer, mais de reprendre le dessus. Pour pouvoir débattre, par exemple. Par exemple. Car en fait, si on regarde, et puis moi, mon point de vue, enfin mon regard, David, sur l'éducation qui porte sur l'Angleterre, enfin, et les États-Unis, le Canada et aussi la France, c'est qu'on a du mal, de manière générale, à en avoir une éducation
en symbiose avec ce qui se passe derrière, c'est-à-dire la société et les entreprises, qui permet aux étudiants à être bien équipés pour faire la vie, pour, euh, pour, pour réussir la manière qui définissent la réussite, une vie. Et aujourd'hui, je trouve que les professeurs sont dépassés, les étudiants sont dépassés, les entreprises sont dépassées par la vitesse à laquelle les choses changent. Et si j'étais en ligne avec un monsieur Bernard Marr qui parle de la quatrième révolution, c'est une révolution qui est différente des autres qui étaient menées par une seule technologie, car aujourd'hui, on est sur des multiples qui se transposent, qui se partagent, qui se font ensemble pour pouvoir faire. Donc, tu as une multiplication de technologies, chacune puissante dans leur manière, et ça atteint la démocratie, ça atteint la manière de fonctionner, le fonctionnaire, comme tu as dit tout à l'heure. Et enfin, c'est dépaysant, enfin, pour ne pas dire dérangeant. Alors, c'est pour ça que, j'allais dire, il faut raison garder, c'est l'expression française. Reprendre le dessus, c'est s'interroger effectivement sur l'usage qu'on en fait. On rentre dans une période estivale où on va avoir les marronniers de la déconnexion. Ça me fait bien rire. Il suffit d'aller sur n'importe quelle plage en France pour voir que ça ne me paraît pas être le meilleur des combats. Il y a encore du 4G. Émerge dans l'espace public la notion de sobriété environnementale et qui va être étroitement associée à la sobriété technologique. Sauf qu'aujourd'hui, le premier mouvement est de se retourner vers les entreprises technologiques, vers les hébergeurs, vers le cloud, qui en réalité ne contribuent qu'à 20% du coût environnemental. Le coût le plus porté est celui par les utilisateurs de connexion permanente, de flux vidéo regardés en permanence. Et pour le coup, c'est difficile de demander à des personnes de renoncer à ce qui leur semble être des acquis. Et quand on parle de connexion, c'est devenu un droit aujourd'hui. Et c'est devenu non seulement un droit, mais une discrimination. Bien malin celui qui arriverait à louer sa maison sur Airbnb si elle n'est pas équipée de Wi-Fi ou d'une connexion au débit filaire ou 4G. Et c'est plus important que la clé dans un hôtel. Avant même de demander la clé de ta chambre, c'est quoi le code Wi-Fi? C'est le seul, oublier son téléphone est le seul objet pour lequel on rentre chez soi pour aller le rechercher. On ne retourne pas chez soi pour chercher ses clés, son passeport ou que sais-je encore. Et effectivement, passer une journée sans téléphone mobile, qui est devenu quand même la télécommande de nos vies, et donc une sorte de disque dur extérieur de nos cerveaux, est proprement impensable. Et puisque ça nous fait gagner du temps, utilisons ce temps malgré tout pour lire peut-être un peu plus, s'informer un peu mieux, et développer cette connaissance qui fait que si on ne reprend pas le dessus, on devient nécessairement esclave à un moment de la machine. Et donc, s'il y a lieu d'apprendre la machine à l'homme, il y a sûrement lieu aussi d'apprendre l'homme à la machine. Et ça me paraît d'autant plus important que l'on rentre dans des débats sensibles par nature, quand on parle de l'intelligence artificielle, de métaverse, de données. On voit bien que se posent rapidement des questions. Est-ce qu'on laisse demain des jeunes apprendre dans le métaverse, par exemple, alors qu'on sait que ça va façonner leur cerveau et les couper d'une partie de la société? Mais est-ce que si on légifère trop rapidement, on ne risque pas d'interdire des choses, certes, qui existent aujourd'hui, mais d'autoriser, à contrario, des choses qui n'existent pas et auxquelles on a du mal à songer? Parce que bien malin, celui d'entre nous qui peut dire à quoi ressemblera nos systèmes de connexion dans 10, 15 ou 20 ans. On parle même 3 ans parfois. Mais ça sera peut-être dématérialisé. Et donc, on a cette forme d'abîme qui fait que si on doit encadrer, il s'agit de ne pas encadrer trop rapidement au risque de laisser se faire des choses auxquelles on n'aura même pas songé.
Alors, Et pour répondre un peu plus finement, comment on arrive à créer des droits un peu plus souples, peut-être. C'est tout ce qu'on fait, nous, au sein de la Villa Numéris, avec en particulier les entreprises, ne serait-ce que pour mieux encadrer les terrains sur lesquels les entreprises négocient aujourd'hui. De toute façon, c'est simple. Au regard des règlements, des législations ou parfois des trous dans la raquette, si on voulait tout respecter, le plus simple serait de ne plus rien faire. Sauf que si on ne fait plus rien, on laisse le terrain libre à deux continents numériques particulièrement efficients que sont les États-Unis et la Chine, qui, eux, n'auront pas autant de scrupules qu'on peut en avoir. C'est vrai qu'en Europe, on a des droits de l'homme et un corpus qui fait que ça permet aussi de nous distinguer sur la scène internationale. Faut-il encore le préserver aujourd'hui? Et quand je parlais de droits souples, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des partenaires économiques qui ont des bombes nucléaires dans la main quand elles négocient, et des règlements et des législations qui te menacent de 10, 15 ou 20% de ton chiffre d'affaires à ce jour, mais qui seront jugés dans 20 ans. Et en attendant, on a l'impression que les taxations des grands opérateurs vont taxer à peu près tout le monde sauf ces grands opérateurs, et qu'in fine, on a cette difficulté de prendre notre destin en main. Et quand je parle d'un droit souple, est-ce que les entreprises peuvent se réunir autour d'une table pour définir ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire, et définir aussi des systèmes de contraintes. Et de toute façon, on sait que le législateur viendra avec son bâton taper s'il juge que les entreprises ne vont pas assez loin. Ça se passe déjà dans le monde de la publicité. Par exemple, en France, il y a une autorité de régulation des professionnels de la publicité qui a pris en main son destin et qui s'est édicté un certain nombre de règles que ceux qui adhèrent à l'association suivent. Moyennant quoi, pour diffuser des publicités à la télévision, il faut avoir l'agrément de cette association que réclament les diffuseurs. Et quand le législateur trouvait que ça n'allait pas assez loin sur la protection des jeunes publics ou de lutte contre le sucre, par exemple, il a mis des règles en plus dans le cadre de discussions avec les professionnels. Et je trouve qu'on rentre dans des dialogues intelligents qui font appel à l'intelligence de ceux qui connaissent aussi leur métier, qui de toute façon n'ont aucun intérêt à aller vendanger trop tôt des marchés au risque de se couper de leurs consommateurs, à un moment où quand même on voit bien qu'il y a un anticonsumérisme grandissant, une remise en cause même des modèles quand on parle d'économie de marché. Et donc les entreprises ont tout intérêt, si elles veulent préserver ce marché, à rentrer dans une surface de discussion avec leurs consommateurs, mais aussi avec leurs employés. Tout à l'heure, tu disais, les chefs d'entreprise n'ont pas la démocratie à gérer. Quand ils ont des salariés et des talents qui peuvent partir du jour au lendemain, et aujourd'hui c'est le cas des entreprises, ou avec lesquels ils ont du mal à renouer un dialogue parce qu'ils sont partis depuis 2 ans en télétravail et qui n'ont nullement envie de revenir dans un lieu physique, c'est la discussion interpersonnelle qui se crée et plus des décisions prises d'en haut qui sont la bonne formule. Alors, il nous reste peu de temps. Je voulais juste aborder l'histoire de l'Europe par rapport à la France et la position de Villa Numéris. Il y a le fameux RGPD. En Angleterre, on parle ça du GDPR. Et puis en Angleterre, enfin en Royaume-Uni, on regarde l'Europe comme étant un peu lent dans leur manière, alors que là, tout ce dont on parle, c'est dans une grosse rapidité, gros changements tout le temps. Quel peut être le rôle de l'Europe que vous prévoyez à Villa Numéris et la France à l'intérieur de ça, sur le digital? Est-ce que c'est le RGPD en particulier, ou un plus là-dedans ou autre? Alors, l'Europe, c'est à 27, et si j'osais, je dirais à 28. Et de toute façon, il y a cette géométrie. Tu comptes l'Écosse? Il y a cette géométrie, non, un peu plus grand, mais il y a cette géométrie variable à maintenir, me semble-t-il.
Et aujourd'hui, la Grande-Bretagne reste une terre particulièrement dynamique en matière d'innovation, en matière de success story, si on devait jauger ne serait-ce qu'au nombre de licornes, qui fait qu'il y a cette dynamique à préserver et ces relations. Au-delà, quand je dis que c'est une Europe au sens large, si on n'en fait qu'un axe Paris-Berlin, qui n'a de valeur que depuis Paris, on prend un risque majeur d'envoyer de mauvais signaux à des nations et des États particulièrement dynamiques. Je pense à la Roumanie, par exemple, l'Estonie, qui se tourneront vers d'autres si on leur fait des bras d'honneur. Il n'y a pas de secret. Et donc, il s'agit aussi d'aller s'inspirer des bonnes pratiques qui ont cours, des formes novatrices, notamment en matière d'animation, si je puis employer ce terme, des communautés citoyennes, et donc pour faire vivre la chose publique. Donc ça, c'est la première chose, et nous, on s'y emploie en créant des sas de rencontres, voire des déplacements, et aussi on l'a fait avec la Roumanie en particulier, on est allé vanter les entrepreneurs français en Roumanie, et les entrepreneurs roumains en France. Donc, il y a cela. Ensuite, tu parlais du RGPD, mais il y a également tous les règlements en préparation, Digital Service, le DMA, DSA, Marketing Act et Service Act, le Data Act également sur les données et donc l'intelligence artificielle, qui font que les grandes entreprises sont suffisamment équipées, ne serait-ce que de juristes pour avoir une bonne lecture, mais qui font que les entreprises intermédiaires auront plus de difficultés. Et donc, comment on arrive à accompagner ces entreprises à être parfaitement conformes aux droits européens, sans obérer leur chance de pouvoir exister dans ce match international, sans obérer leur chance d'innover. Et c'est la ligne de crête sur laquelle l'Europe va être en permanence. Parce que si vous légiférez trop ou taxez trop, vous coupez court à toute chance d'innovation. Et donc, comment on arrive à garder cela? Ça passe peut-être aussi certainement à un moment par le fait de faire des choix, parce qu'à vouloir être bon sur tout, on finit par pas être bon sur grand-chose. Ça s'appelle la stratégie. Exactement. Et je serais curieux de savoir quelle est l'image que peut avoir un Australien aujourd'hui des points de force de l'Europe ou de la France en matière numérique. Et je pense que là, il faut se baser sur ce qui fait nos différences, nos aspirations. L'alimentation et au-delà l'environnement en font sûrement partie. On est quand même un des rares pays au monde où on parle du dîner pendant qu'on déjeune, donc c'est un point de force. Et donc cultivons-le, et on voit bien qu'on a des startups et des entreprises particulièrement innovantes et exigeantes en termes de qualité de produits. Le luxe en fait très certainement partie aussi. Le spatial et l'espace en font partie parce qu'on a des sagas qui existent déjà, mais on voit bien qu'à ne pas investir, on va très vite se faire dépasser par des modèles plus légers notamment. Et là aussi, ça peut être une ambition quand on lance des satellites de moyennes orbites pour connecter le reste de la planète qui n'a pas la chance d'y être aujourd'hui. Et donc, je pense qu'on a ces combats à enfourcher et à distinguer pour en faire finalement les fers de lance de la culture européenne, de nos langues également. Certes avec l'anglais, mais aussi le français et l'espagnol, qui sont quand même les 3 langues les plus parlées à travers le monde, si on rajoute l'Amérique du Sud pour les Espagnols et l'Afrique pour notre beau pays. Alors, dernière minute, juste pour devenir membre de Villa Numéris, je sais que vous avez une adhésion individuelle qui ont été 600 € pour les startups et les associations 2500 et pour les entreprises 4500. Quel est le marketing communication? Pourquoi devenir membre et comment faire rapidement pour les gens qui veulent s'inscrire?
Alors, on n'est pas très agressif dans le démarchage commercial, je dois bien l'avouer. Et c'est d'ailleurs moi ce que j'ai voulu écrire, c'est que les personnes qui viennent savent qu'elles vont pas être assaillies immédiatement dans un networking qui peut être agressif et qu'on voit parfois. Donc moi je voulais aussi avoir cet esprit club à bon niveau, et avec des cotisations qui ne soient pas discriminantes non plus pour des individus qui voudraient y adhérer. Et c'est pour ça que j'ai tenu à avoir certes des grands partenaires. On a quand même de très grands partenaires prestigieux, mais que des startups peuvent aussi gagner de mois précieux en ayant accès immédiatement à un réseau actionnable, et que des personnalités puissent venir y faire de belles rencontres et, j'ose espérer, y apprendre également des choses. Donc c'est vraiment ce qui guide nos travaux, avec des rencontres à bon niveau, des task force dans lesquelles on peut s'embarquer, et un think tank qui n'est pas qu'un think tank de l'écrit, avec des rapports certes très bien écrits et qui paraissent régulièrement, ne serait-ce que, il n'y a plus beaucoup de personnes qui lisent, ne serait-ce que parce qu'on n'en a pas le temps, et donc d'inventer de nouvelles formes de communication. Et quand on fait la Villa Numéris in Metaverse, effectivement, on sera sur des rendus certes écrits, mais aussi des vidéos, et j'espère également, grâce à des personnalités comme toi, de l'audio. De fait, c'est comme ça que tu l'appelles, un think tank moderne, nouvelle génération. Nouvelle génération, et c'est tout notre défi d'ailleurs, de rester en avance de phase. Et les travaux qu'on a menés de brainstorming avec nos membres au printemps montraient clairement la voie de faire le pari de la jeunesse. Parce que je pense qu'il y aura un souci de crédibilité à un moment s'il n'y a que des hommes et des femmes de plus de 50 ans autour de la table. Et donc, comment il y a ce souci, et c'est l'intérêt d'avoir des petits jeunes aussi avec nous, c'est que effectivement, la manière dont ils posent les problèmes, on ne les poserait pas du tout de la même manière, et c'est tout l'intérêt. Et le deuxième, c'est celui de l'Europe. Comment on arrive à porter des sujets le plus largement possible, parce qu'on sera toujours plus fort à 500 millions qu'à 75. Alors, David, merci de nous avoir partagé ça. Comment est-ce que quelqu'un peut trouver tes écrits, tes livres, te suivre? Quels sont les meilleurs moyens? Alors, le plus simple pour la Villa Numéris, c'est la villanuméris.com. Et pour ceux qui voudraient se fader 10 ans de chroniques dans l'opinion, sur Bismarck, de livres et de prises de parole, pour nourrir un gros été en quelque sorte sur lacomblette.com, mon nom de famille, lacomblette.com. Et d'ailleurs, pour m'écrire par email, c'est assez simple, c'est david@lacomblette.com. Génialissime. Un grand merci de notre audience. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason. Still, I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man building an urge. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man in the arms of a woman.
revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust in my reason, and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, been to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man, in the arms of a woman. Coming up on 5 Minute News, I'm Anthony Davis. You might think it's partisan because maybe it's critical of one side or the other, but it's not, it's just the truth. And I think that's also something that's kind of unusual for Americans listening to the radio or to podcasts, because the news landscape in the States has been so partisan for so many decades. So 5 Minute News is verified, truthful, independent, unbiased, and essential world news daily.